Merci à tous d'être ici si nombreux ce soir. Je sais que c'est un jour de semaine sur un sujet qui est un peu aride. L'histoire de ce sujet avec la Maïf, c'est une discussion exactement dans l'esprit évoqué par Michel Trinquet, c'est-à-dire comment est-ce que on comble le déficit de culture générale des gens sur ce qui se passe sur Internet, sans en faire un sujet trop technique, mais justement un sujet que les gens puissent s'approprier, parce qu'une fois qu'ils se sont appropriés de ce sujet, ils vont pouvoir exercer leur intelligence. Et l'idée, c'est de ne pas avoir peur du numérique, mais bon, voilà, d'en voir les opportunités, de voir les limites, et puis de se dire comment est-ce qu'on peut continuer à agir. Donc, je suis effectivement professeur, mais je suis aussi activiste. Donc, dans les présentations, vous voyez que de temps en temps, je tombe la casquette, je prends l'autre. Je suis activiste au niveau, justement, de tout ce qui est la gouvernance d'Internet. Qui est un mot nouveau dans le paysage français, cette idée de gouvernance, parce que la France est un pays de gouvernement. Nous sommes une vieille démocratie qui est beaucoup ancrée dans l'idée de la représentation, de l'élection, etc. Bon, ce qui est très bien. Mais quand les enjeux deviennent extrêmement complexes et que pour les politiques c'est difficile de rester au niveau de l'expertise, on en vient à des situations multipartites sur des thématiques nouvelles, comme celle de l'Internet, qui n'a pas plus d'une vingtaine, trentaine d'années. L'Internet commercial naît aux États-Unis en 1996. Donc c'est un phénomène récent, c'est nouveau. Il faut qu'on se pardonne de ne pas tout comprendre. Mais simplement maintenant, c'est devenu notre espace public partagé. Et certainement l'espace public partagé de nos jeunes. Et donc, dans ces cas-là, nous avons une responsabilité aussi de les accompagner et de s'assurer que cet espace public soit un espace public dans lequel ils s'épanouissent. C'est l'idée que je développe en disant savoir devenir, c'est-à-dire savoir utiliser tout ce qu'offre le numérique pour se projeter dans l'avenir, pour ne pas avoir peur et en même temps ne pas se mettre en danger, ni soi ni les autres. Voilà. Donc, essayons de comprendre ensemble de quoi il s'agit. Je vais essayer de ne pas être trop technique, mais de temps en temps, il faudra que je le sois en essayant d'être légère. On va essayer de comprendre l'histoire déjà, parce que l'histoire, c'est toujours un moyen de nous dire on n'est pas dans la rupture, mais dans la suture, dans la continuité de certaines choses, notamment de certaines démarches humaines. Et ensuite, on ira vers les enjeux de la culturelle, les enjeux des données. La Maïf a effectivement une position très claire sur les données, une position française que nous essayons de développer aussi sur la trace et la traçabilité. Et puis, évidemment, toujours, puisque nous sommes actionnaires militants, les possibilités d'action. Voilà. Premier truc technique, il y en a déjà qui se disent « Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais ici ?» En fait, c'est quand on essaye de comprendre Internet, parce que souvent, on a du mal à mettre une réalité sous un mot comme Internet ou comme numérique. Et moi, je dis que le numérique, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est Internet. Et il faut penser à Internet comme un millefeuille. Voilà, en couche. Et au milieu, il n'y a pas de crème là, mais c'est à vous de la mettre. Mais voilà. La façon dont ça s'est créé historiquement, Internet, c'est qu'il a d'abord fallu une couche physique. Il a fallu des serveurs, des câbles, de l'électricité, des terminaux. C'est toute la question de l'accès, notamment dans des régions comme les vôtres, qui ne sont pas nécessairement centrales. Mais sans la couche physique, qui est maintenant la couche des opérateurs de téléphonie, etc., Internet ne pourrait pas fonctionner. Et c'est ça qui fait qu'Internet est très très spécial et qui n'est pas un média ni une technologie comme les autres. Il y a une couche intermédiaire qui est cette couche logique, mais c'est en fait la couche informatique. Le numérique, c'est avant tout de l'informatique. Et cette couche informatique, c'est celle qui permet de développer des logiciels, des applications, des protocoles qui donnent des adresses. C'est une couche qui est ouverte. La chose la plus remarquable de l'Internet, c'est que ceux qui ont inventé Internet, ils sont 4 ou 5 pionniers,
ils ont décidé de ne pas le breveter. Ils ont fait comme ceux qui ont inventé l'écriture. Ils l'ont laissé ouverte et accessible. Ce qui fait qu'on peut tous se brancher dessus. C'est un très grand acte de générosité dont il faut se souvenir maintenant qu'on va vers des systèmes plus propriétaires et des systèmes qui sont plus fermés. Pour le moment, les inventeurs d'Internet sont toujours là, y compris un Français qui s'appelle Louis Pouzin. Mais on parle aussi de Windsurf, de Tim Berners-Lee, donc des gens vraiment extraordinaires qui ont fait passer l'intérêt général avant le leur. De manière à ce que nous, les usagers habituels que nous sommes, on puisse bénéficier d'Internet pour sa couche socioculturelle, c'est-à-dire tous les contenus de la culture, de la connaissance auxquels nous avons accès. Une énorme démocratisation de la connaissance et de la créativité qui nous est donnée par ce biais, au-delà de nos propres frontières. C'est vraiment l'idée du village global, avec à la fois du copyright, mais aussi des licences libres, des choses en accès libre, comme par exemple celles que font la Maïf avec le Maïf Social Club. Donc voilà. Donc, pensez-y à ces 3 couches. C'est une façon très claire de comprendre comment s'organise Internet et le numérique. Le numérique, c'est un millefeuille. Voilà, quand vous mangerez un millefeuille, tout à l'heure, là, vous y penserez. Cette couche logique, c'est ça qui fait que c'est un média différent des autres, puisque c'est un média extrêmement ouvert, extrêmement opérable, extrêmement agile, comme on dit en informatique, c'est-à-dire qui bénéficie à chaque fois de l'amélioration apportée par les usagers. L'idée d'Internet, c'est que on vous écoute, on regarde ce que vous faites, vos suggestions sont prises en compte, on améliore le produit en continuité. C'est par l'usage. Voilà. Cette couche logique, elle donne beaucoup de pouvoir à ceux qui maîtrisent Internet. Par exemple, M. Zuckerberg, qui possède Facebook et qui l'a créé en tant que média social, a pu, lors des événements tragiques en France, des attentats en novembre 2015, eh bien, il a créé ce filtre bleu, blanc, rouge dans la nuit pour montrer sa solidarité avec la France, en disant à ses usagers, ceux d'entre vous qui veulent exprimer leur solidarité, vous pouvez mettre ce filtre sur votre image Facebook. Plus de 5 millions de personnes l'ont utilisé. Voilà. Dans la nuit, il a fait ça en jouant sur la couche logique. Il a affecté celle des contenus. L'émotion, l'empathie, voilà, le soutien politique, tout ce que vous voulez. Donc, il faut voir à quel point c'est puissant, cette dimension des applications. Et maintenant, je vais vous promener du côté de vous et de ce qui vous arrive quand vous êtes là-haut, en train d'appuyer sur votre ordinateur, votre smartphone ou autre, ce qui se passe. Parce qu'il faut que vous ayez le sentiment de ces couches et de cette profondeur sur laquelle nous reposons. Cette image du surf, de la légèreté de l'Internet, en fait, elle repose sur beaucoup de profondeur. Parce que vous avez plusieurs types d'actions en tant qu'usager. Vous pouvez adhérer à ISOC, qui a des chapitres dans chaque pays et qui vous explique comment fonctionne Internet. C'est une instance intéressante qui finance et qui norme Internet. Mais en général, vous allez plutôt être quelqu'un qui a besoin d'acheter une connexion avec un fournisseur d'accès ou quelqu'un qui a besoin d'acheter un nom de domaine. Il y en a dans la salle qui sont concernés, là, qui ont déjà acheté des noms de domaine. Voilà. Ça me rassure d'avoir des gens qui sont avec moi quand même là-dessus, sur ce type d'expérience, qui est toujours intéressante. On peut avoir des noms de domaine maintenant à son nom. Les noms de domaine, c'est les .org, les .fr, donc à la fois les noms de pays, mais aussi les secteurs économiques et industriels, qui donnent une sorte de cartographie d'Internet, une sorte de carte. Mais qui permet aussi, qui exige aussi d'avoir des adresses, parce que sinon, eh bien, on se perd dans la masse et on ne peut pas se retrouver. Donc, c'est très important d'avoir cette possibilité d'avoir des adresses avec des protocoles Internet, des protocoles IP. Voilà. Alors, quand vous êtes en train de vous abonner, de payer votre abonnement, etc., vous avez souvent besoin d'un câble opérateur. Il y en a plusieurs en France.
SFR et compagnie, qui viennent donc dans la couche physique, vous permettre, vous ensuite, d'avoir accès à votre ordinateur et à toute la couche socioculturelle. Et là, on arrive à la question de qui contrôle tout ça. Parce que pour avoir accès à des adresses individuelles, il faut qu'un organisme centralise tout ça et vous les donne. Parce que sinon, on pourrait donner à la même personne, à plusieurs personnes la même adresse. Donc il faut bien quelque chose qui régule. Et l'instance qui régule, elle s'appelle ICANN, avec IANA, qui est avec le A de adressage, dans les deux cas. Donc c'est cette instance-là qui contrôle Internet en termes de territoire, en termes d'adressage, en termes de votre vie quotidienne, pour pouvoir avoir une place pour exister sur le web. Et ce qui est intéressant, quand on regarde qui contrôle, celui qui nous contrôle, celui qui contrôle Internet, c'est de voir que nous avons affaire, en fait, à un État, les États-Unis, et à une législation particulière, celle de Californie. Les autres États ne sont pas particulièrement présents. Donc, l'instance importante pour nous à suivre, il y en a plusieurs, il y a l'IETF, etc., mais ça, c'est des instances très techniques. L'instance qui nous intéresse aujourd'hui pour comprendre, c'est ICANN. Alors, quand on regarde ICANN de près, ce qu'on essaye de faire là, eh bien, c'est une instance de gouvernance. C'est-à-dire, c'est une instance qui n'est pas élue. Et les personnes qui sont les premières concernées dans ICANN, ce sont les inventeurs et les techniciens. Donc, Internet est avant tout contrôlé par ces inventeurs et par les ingénieurs. Sans doute une des premières fois dans le monde où une communauté particulière, la communauté des ingénieurs, contrôle une grande partie de nos activités. C'est intéressant. Ça déplace le questionnement démocratique et politique. Et c'est vrai, les ingénieurs, pendant très longtemps, ils n'ont pas voulu entrer dans les enjeux politiques. C'est pas leur truc. Eux, leur truc, c'est il y a un problème à résoudre de connexion, d'interconnexion. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Donc, les premières questions des ingénieurs, c'est les protocoles, la sécurité. Voilà, comment est-ce qu'on protège tout ça? L'attribution des noms de domaine, donc. Et ça, c'est vraiment le job d'ICANN. Et il prend conseil. Il a des experts. Et ces experts, et c'est ça qui est intéressant dans la gouvernance, c'est que ces experts, ce sont des opérateurs, la couche physique, rappelez-vous, des entreprises, donc ceux qui vont effectivement développer les logiciels, applications, et, vous voyez là, c'est pas un rêve, les particuliers. Par exemple, moi, je suis dans ce groupe-là, quand j'essaye de faire bouger les choses sur Internet en tant qu'activiste. Je vous recommande de suivre, on a des représentants français, etc. Et donc, c'est cet ensemble-là qui est le cœur de la gouvernance d'Internet. Et ce qui est nouveau, ce qui est étonnant, c'est que les États, eh bien, ils sont marginalisés. Dans Internet, pour le moment, les États ont très peu de choses à dire, sauf les États-Unis. Mais même les États-Unis, ils sont dans une délégation de pouvoir. Et maintenant, parce qu'Internet est devenu international, il y a aussi l'ONU qui s'en mêle, l'Union européenne. Mais c'est pas dans l'ADN de la gouvernance de départ. Voilà, ce sont les ingénieurs, souvent universitaires d'ailleurs, puisqu'ils exercent aussi dans le système universitaire. Et quand il y a un problème, on retombe sur le système judiciaire californien, qui est un système hyper protecteur du business, du commerce. Voilà. Ça va? Vous me suivez? C'est clair? On va clarifier de plus en plus, n'inquiétez pas. Dans les choses importantes que contrôle ICANN, eh bien, c'est le
types de serveurs qui ont servi aux origines à créer Internet et à le rendre autonome. Et une des raisons pour lesquelles on avait besoin de créer un Internet autonome, c'était, vous vous en souvenez, une très grande peur de la guerre froide, une très grande peur que les centres vitaux d'information du pays, notamment les États-Unis, soient touchés, et donc la nécessité de pouvoir redistribuer cette information sur le territoire si un centre était touché. Donc les Américains ont développé un certain nombre de serveurs racines, c'est-à-dire les serveurs de tous les serveurs, ceux sur lesquels se reposent les serveurs actuels en surface, des serveurs de profondeur. Et la géographie de ces serveurs va vous révéler un certain nombre de choses sur qui contrôle aussi. Donc typiquement, vous avez des serveurs qui sont sur la côte est américaine, puisque c'est là que se trouvent les centres de pouvoir, c'était les premiers, autour de Washington, mais donc en Virginie, le VA c'est pour Virginie, le MD c'est pour le Maryland. Donc vous avez un certain nombre de serveurs qui sont ici, il y en a 6 sur la côte est. Pour pouvoir s'assurer que les informations de la côte est sont retransmises à l'identique sur la côte ouest, on a créé un certain nombre de serveurs sur la côte ouest. On parle maintenant de la Silicon Valley, c'est là que ça se passe. On a créé de toutes pièces, en mettant énormément de ressources, la Silicon Valley comme un lieu de l'informatique et du numérique. C'est là aussi où il y a la NASA. Donc il y a 4 serveurs ici. Vous avez peut-être entendu parler de Palo Alto, qui est le lieu où se trouve l'université de Stanford, où il se trouve que je suis allée dans les années 80. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés mettre des serveurs racines où, c'est là que j'ai besoin de votre intelligence géopolitique, ils en ont mis un à Londres. Vous avez compris pourquoi? C'est des alliés. Donc voilà, une géographie d'après-guerre, après Deuxième Guerre mondiale, avec des extensions sur Amsterdam et Francfort, donc vers les alliés allemands. Ils en ont mis un autre, là-haut, Stockholm, c'est-à-dire les autres alliés, les Nordiques, Finlande, mais aussi Estonie, avec la possibilité donc de toucher un petit peu du côté des pays baltes. Et évidemment, c'est quoi l'idée là? L'URSS, à l'époque, contrôler, surveiller l'URSS. Et alors du coup, là, vous avez tout compris pour Tokyo. Même chose, un autre allié de l'après-guerre, le Japon, qu'il fallait reconstruire comme il fallait reconstruire l'Allemagne, et la possibilité donc de surveiller l'autre pays à risque, si je puis dire, la Chine communiste. Voilà. C'est encore le cas, cette distribution, c'est la même. Qu'on ait 1 milliard de personnes connectées ou 3,5 milliards, la distribution des serveurs racines n'a pas changé. Alors vous allez me dire, bon, ça fait quoi? On est dans la couche physique, mais aussi la couche logique. Là où il y a des serveurs, on amène de la technologie, on amène des chercheurs, on amène des applications. Les pays en bénéficient à plusieurs niveaux. Et donc, vous avez compris qu'on a une géopolitique qui sort de la guerre froide. Internet est avant tout une arme d'information massive, si vous voulez, mais basée sur les alliances de la guerre froide, même maintenant. Et il y a encore un autre schéma qui se plaque là-dessus, pour ce qui est de la gouvernance, c'est celui-ci. C'est quand vous regardez ce qui se passe au niveau des flux d'Internet, où circule l'information, là où c'est très très riche dans ma carte, eh bien, qu'est-ce que vous remarquez? Ah d'accord, une petite pile. Donc ce que vous remarquez, c'est bien que... Oups, alors, par contre, là, il m'a déjà tourné mon truc. C'est bon? Voilà. Donc ce que vous remarquez, c'est que entre l'Europe
et les États-Unis, côte Est, tout va bien. Les serveurs jouent bien leur rôle. Entre la côte Ouest et l'autre côté, du côté de la Chine, ça se passe bien aussi. Et puis alors après, vous voyez bien qu'il y a des choses qui ne se passent plus, quoi, et qui permettent de créer de temps en temps des nœuds comme ici, ou ici, ou ici, ou ici, et des normes vides. Cette situation, vous l'avez déjà repérée, quand on met des accès dans les ports et pas ailleurs. C'est une forme de néocolonialisme. On extrait les données de certains endroits, mais on ne donne pas grand-chose en retour. Et donc, Internet, c'est aussi cette carte-là. Il y a des pays qui sont riches en données, riches en échanges. La montée de la Chine ne s'explique pas autrement. Mais il y a des pays qui sont, et des zones qui sont pauvres en information. Donc on cumule une situation de guerre froide et une situation néocoloniale. Il n'y a pas grand-chose de nouveau dans l'histoire. Et le nerf de la guerre, c'est l'info. Ça se voit encore mieux de nuit, et de l'espace, si je puis dire, parce que là, les flux de données, eh bien, voilà, très bien, côté Amérique, côte Est, côté côte Ouest, c'est pas génial ici, il y a des déserts aux États-Unis aussi. Ça se passe très bien pour nous en Europe, merci. Et là-haut, dans les pays nordiques. Un peu là, un peu dans la zone pacifique, et tout le reste. Voilà, la fracture numérique, qui est une fracture de flux, qui est une fracture d'infrastructure, mais aussi, du coup, qui ne permet pas à la couche logique et à la couche culturelle de venir s'installer. Fini pour la géopolitique, l'histoire, ça va. Voilà, mais Internet est issu d'une histoire, il n'arrive pas par hasard, et il s'installe sur des relations et des comportements historiques qui sont grosso modo liés à la Deuxième Guerre mondiale. Si on oublie un petit peu cette histoire de millefeuille et qu'on regarde que la couche d'en haut, la couche socioculturelle qui est la nôtre, ça s'organise comme ça. Par les réseaux sociaux qui ont commencé vers 2005-2006 et qui ont permis donc beaucoup d'interactions entre les individus, avec des moteurs de recherche qui permettent d'exploiter et déjà de faire la transition entre la couche logique et la couche culturelle, et puis la couche physique avec des câbleaux opérateurs et les systèmes d'exploitation qui permettent de remonter tout ça. Donc vous retrouvez le millefeuille et avec les différentes couches. Et ce qui est remarquable, ils sont toujours grosso modo en binôme, ici ça va devenir des binômes, ils sont en train de se racheter les uns les autres, c'est qu'on est dans une situation vraiment commerciale à l'américaine de duopole. Ils ont tellement peur des trusts, ils ont tellement de lois antitrust qu'ils font attention à ne pas avoir un seul trust, mais ils en ont deux. Bon. Et il y en a toujours un qui est beaucoup plus gros que l'autre. Google, Yahoo, il n'y a pas photo. D'accord, Facebook par rapport aux autres, il n'y a pas photo. Donc il y a des asymétries aussi au niveau de comment ça se passe. Mais dans la manière américaine, ça s'organise de manière commerciale et ça s'organise de manière trustée. Donc Google a acheté YouTube, a acheté AdSense, Facebook a acheté Instagram. Suivez bien l'actualité parce qu'ils sont en train de s'acheter les uns les autres. Ils essayent de s'organiser en portail comme ça, vous voyez. Comcast a acheté General Electric. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est General Electric. C'est juste la plus vieille et la plus grosse entreprise américaine qui fait à la fois l'électricité, donc tout ce qui est la couche physique, mais aussi le nucléaire.
Hein. Et donc on a le nucléaire américain qui est possédé par un câbleau opérateur. Voilà, hein, donc Apple que vous connaissez, qui est le seul à procéder un peu différemment. Lui, il intègre tout, il ne cause pas avec les autres. Mais Microsoft, oui, Amazon, Twitter, etc. Voilà, donc vous êtes sans doute sur un de ces réseaux sociaux, hein, parce que leur idée, évidemment, c'est de ne pas laisser d'autres réseaux sociaux se développer ailleurs, et ils les rachètent régulièrement. Voilà, alors j'appelle ça le continent bleu, parce que c'est un continent sympathique quand même. C'est le continent du surf, c'est le continent où sont les enfants, c'est le continent de l'interaction, hein, c'est le continent des amis. Facebook et l'idée de l'amitié, des amis, les friends, etc. Hein. Et donc cette idée hein, de essayer de vous garder le plus possible dans un des univers qui fait sens pour eux, de vous fidéliser. Alors ça vous fidélise tellement qu'on en arrive à une situation maintenant hein, qu'on appelle la bulle de filtre. Hein. À force de vous tracer et de vous suivre, on sait que vous allez sur Netflix, on sait que vous lisez le Huffington Post, on sait que vous êtes sur Google, hein, et petit à petit, on vous envoie de plus en plus d'informations qui vous ressemblent hein, et qui vous confortent dans ce que vous aimez lire, dans ce que vous aimez acheter, etc. Hein. C'est ce qui vous fait avoir de temps en temps des petits mails qui arrivent en disant vous êtes déjà allé à Bali, voilà, vous êtes allé à Miramas, vous pouvez encore y revenir avec tel ou tel hôtel, etc. Ben, c'est ça. Hein. C'est parce que la couche logique a développé toute une série d'algorithmes hein, pour pouvoir s'autogérer, parce qu'à force de cumulation des données, ça se perdait. Il y a beaucoup de données qui se perdent dans le net, hein, plus de 50% d'entre elles, hein, mais on garde des données importantes, intéressantes, et on les organise. Hein, c'est à ça que servent les algorithmes, à trier et à filtrer. Hein. Mais se pose la question hein, de ces filtres qui n'ont pas de responsabilité publique, hein, qui sont simplement commerciaux. Hein, et c'est un des problèmes liés aux fake news en ce moment, hein, l'arrivée dans l'espace public, l'espace d'intérêt public, hein, de choses qui ne sont un peu toxiques. Voilà, donc ça c'est une façon de se représenter ces continents. Hein. Je vous ai montré des cartes, j'essaie de vous en montrer une autre, hein, qui est celle de cette vision continentale d'Internet. Alors, il y en a un autre de continent, on le connaît moins, mais il est très utile, c'est celui qui essaye de rester ouvert. Hein. Vous vous souvenez, la couche logique, le plus ouverte possible, hein, de manière à ce que l'Internet puisse évoluer, c'est pour ça que ça n'a pas été breveté, hein, de manière à ce qu'on puisse continuer à le développer, hein, à le rendre interopérable. Hein. J'ai appelé ça le continent orange, parce que vous aurez remarqué que les couleurs sont là, hein, l'orange est la couleur de l'alternance, dans beaucoup dans la culture. C'est aussi un sacré bestiaire. Ils ont des animaux presque. Hein. Gnou, le canard, le renard, le petit chat. Voilà. Et eux aussi, hein, si on veut rester dans le monde orange, on peut y rester sur les 3 couches. Il y a la couche physique, la couche logique et la couche sociale et culturelle, où on peut apprendre aussi une plateforme Moodle, par exemple, d'apprentissage, etc. Hein. Voilà, donc ceux qui souhaitent rester sur le continent bleu, ils peuvent. Bonne nouvelle quand même. C'est le continent du libre, souvent, hein, des logiciels libres, de tout ce qu'on appelle le open. Il y a une économie de ça, hein, ce que souvent on ignore. Voilà. Donc en France, c'est tout ce qui est autour de Framasoft, la Framasphère, etc., hein, qui a un réseau social libre hein, qui s'appelle Diaspora. Voilà. Donc cet univers-là continue à évoluer. Hein. Il est moins connu, il est beaucoup moins marketé hein, que celui du continent bleu, qui a tous les moyens de publicité possibles et imaginables. Et puis il y a un continent noir. Ce qu'on appelle le darknet, hein, c'est celui qui pas justement dans le surf, hein, celui qui est dans la mine, celui dans l'extraction de données et de données qui ne sont pas toujours des données légitimes ou légales. Hein. C'est le domaine de l'activisme. Et l'activisme, il a 2 faces. Hein. Il peut être, on va dire, de l'ordre de la vigilance et de la surveillance du net, hein, comme avec le groupe Anonymous. Mais il peut être aussi dans le piratage de l'information sensible,
dans l'espionnage, l'espionnage de Merkel, hein, l'espionnage de nos hommes politiques, comme l'a révélé le scandale le PRISM, hein, de la surveillance organisée. Hein. C'est la surveillance organisée aussi d'État. La NSA aux États-Unis, qui, à des fins de sécurité nationale, hein, surveille. En France aussi, bien entendu, on a la même chose. Hein. C'est aussi là que peut s'organiser la terreur et les éléments de la radicalisation. Hein. Les éléments de cryptage qui peuvent être positifs. Hein. Le cryptage, ça peut protéger l'anonymat de certains, des lanceurs d'alerte par exemple, hein. Mais c'est aussi une façon de continuer à être nocif sur le net. Et vous voyez que là, du côté des choix de couleurs, ça s'impose aussi le noir. Hein. Et donc, c'est vraiment le continent hein, noir, c'est celui de tout ce qui est un peu illégal, que ce soit au niveau des drogues, au niveau du piratage, au niveau de la vente d'armes, au niveau de l'exploitation sexuelle, notamment des femmes, mais pas seulement, les mineurs aussi, au niveau des médicaments falsifiés ou autres, hein, et au niveau des vols d'identité. Voilà, donc c'est là que se réfugient les activités illégales qui ont des retombées sur le continent réel, hein, les masses continentales qui sont les nôtres. Voilà, cette vision continentale, j'espère qu'elle séduit votre imaginaire, parce que on va avoir besoin de ça pour continuer à réfléchir. Ça va ? Vous n'êtes pas trop perdu là ? Bon. Internet, quand il s'est développé dans les 3 couches, hein, ça s'est fait, c'était pas planifié. Hein, mais le gouvernement américain, en 96, a eu la sagesse de dire, comme on ne sait pas ce que c'est, mais on sent que c'est important, que ça va devenir une ressource critique, on ne va pas la réguler, on va la laisser se sédimenter justement dans ces couches, etc., hein, dans ces différents continents bleus, orange et noirs. Et pendant longtemps, ça a été un peu financé, on va dire, à perte. On y va, mais les réseaux sociaux n'étaient pas en bourse, on n'arrivait pas à trouver le modèle économique hein, de l'Internet. C'est quand on a commencé à se rendre compte qu'on pouvait récupérer des données et les exploiter que l'idée hein, d'une exploitation minière de la donnée a commencé à émerger comme étant le modèle économique. Alors, une idée hein, de ce que c'est que ces données. Hein, vous avez tous dû voir parce que ça circule beaucoup sur Internet hein, et c'est régulièrement mis à jour. Ce qui se passe en 1 minute sur Internet, hein, sur le flux de données. Hein. Voilà. Donc, par exemple, 29 millions de messages par WhatsApp, 33 millions de posts sur Facebook. 1 minute. Hein. C'est juste monstrueux en termes d'interaction hein, et en termes d'échange et de partage et de participation. Hein. Quand on parle d'une culture de la participation, c'est ça qu'on évoque. Hein. C'est des photos, des recherches sur Google, des vidéos sur YouTube, mais à la minute, plus que toutes nos chaînes de télévision ont pu fournir en 30 ans. Hein. Donc c'est juste massif. On est dans des échanges de données massifs. Surtout cette couche physique hein, dont on a vu hein, à quel point elle irrigue certaines régions plus que d'autres. Donc, pendant ce temps-là, on réfléchit, nous. Hein, les données, le mot données, en anglais data, c'est sympa comme mot, hein, puisque c'est l'idée qu'on donne. Hein, qu'il y a une volonté de partage. Hein, et cette caractéristique d'Internet, hein, de cette culture du partage, du fait, je vous disais au début, que les inventeurs n'ont pas voulu le privatiser, le breveter, hein, et que donc il y a cette idée de démocratisation hein, du contenu, de la connaissance, de l'information. Hein, et ça n'est que au fur et à mesure qu'on développe le modèle d'affaires, voilà, mets-moi sur le modèle d'affaires si tu veux bien. Donc, pour trouver un modèle d'affaires, hein, ça a été problématique et il commence maintenant à être stabilisé. Donc, je peux vous en parler de manière plus précise, hein, avec ce triangle de base. Alors, vous êtes là, usager, hein, et vous donnez vos données. Vous vous entraînez à faire ça, gratuitement.
Et en échange, vous recevez un autre service gratuit de la part des entreprises du net, que ce soit la couche logique, que ce soit la couche surtout socioculturelle, etc., etc. Hein. Facebook, vous y entrez sans rien payer, Twitter, etc., etc. Hein. Donc le sentiment dans cette relation-ci est un sentiment de confiance, de surf, de plaisir, d'échange, d'interaction. Là, vous le sentez là? Oui, vous le sentez bien, ok. Voilà. Alors on va dire, oui, mais là, du coup, eux, qu'est-ce qu'ils font? Alors longtemps, ils n'étaient pas en bourse, ils étaient à perte, hein, d'accord? Ça a commencé à se construire quand les entreprises réelles, celles qui sont vraiment dans le dur, hein, que ce soit ici, hein, je vous ai mis Alstom, je vous ai mis les françaises, hein, EDF, etc., etc., Vivendi, quand ces entreprises se sont dit, mais on a besoin d'eux, puisqu'ils ont accès à 3 milliards, 4 milliards d'usagers, il faut qu'on fasse notre pub chez eux. Donc, les entreprises réelles payent les entreprises virtuelles qui leur permettent de faire de la publicité sur leur réseau. L'échange d'argent, il commence là, entre ces deux groupes. Et puis, et là c'est plus classique, hein, les usagers, eux, vont aller vers les secteurs économiques et ces entreprises-là parce qu'ils ont besoin de services, hein, et eux aussi, ils vont payer. Donc, dans le triangle, hein, la circulation financière, elle est là, et eux restent tranquillement en dehors de ça. Vous allez me dire, mais comment ils peuvent faire? Ah, ça c'était la quadrature du net, si je puis dire. Et elle a été trouvée, la solution, hein, ça ne va pas vous étonner, par Google, le moteur de recherche, qui a acquis dans les années 90 deux petites entreprises qui n'avaient l'air de rien, DoubleClick et AdSense. Et là, ils sont tombés sur le jackpot et ils sont retombés sur un système américain très classique d'utilisation de la publicité. C'est la publicité qui va payer pour les médias, comme dans le système américain. Pas l'usager. Le business, les entreprises, le secteur commercial va payer pour la publicité et les contenus et la couche culturelle sera d'accès gratuit pour les usagers. Voilà. Encore fallait-il trouver comment monétiser, comment faire payer. Et la solution trouvée par Google, c'est la solution actuelle, de faire payer par clic. Chaque fois que vous cliquez, c'est comme si vous marquiez votre intérêt, donc vous faites du like, vous faites, etc., etc. Donc c'est comme si vous votiez en quelque sorte et que vous disiez ça m'intéresse, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Et comme Google peut vous tracer, eh bien, il peut dire sur ce produit, sur ce site, il y a eu 20 000, 30 000 clics. Ça commence à devenir intéressant en matière publicitaire quand il y a plus de 20 000 clics. Avant, voilà. Et ça permet à Google de dire, nous, on peut vous vendre de l'espace publicitaire, et selon le nombre de clics, on va augmenter la somme que vous allez nous payer. Donc c'est AdSense qui fait ça, ça donnait du sens à la publicité. Donc c'est la régie publicitaire classique, mais adaptée au numérique. On vous vend une plage. Voilà. Mais ça n'est possible que dans un système américain. Parce que pour vous vendre cette plage, il faut qu'on puisse vous profiler. Il faut qu'on puisse dire, oui, il y a 50 000 personnes ici qui sont intéressées par des voitures rouges. Il faut pouvoir dire aux vendeurs de voitures, on a la bonne cible, on ne vend pas ça à des gamins qui n'ont pas le droit de conduire. Donc, le ciblage, comme toujours en publicité, est très important. Le profilage. Et là aussi, l'exploitation de la trace devient importante. Et DoubleClick, c'est une entreprise qui avait pour caractéristique d'acheter et d'agréger toutes sortes de listes d'utilisateurs et d'usagers, ce qui est permis dans le droit américain et californien, pas dans le droit français. La Maïf a la liste de tous ces sociétaires, elle ne peut pas vous vendre. L'État peut lui demander un certain nombre de choses, peut-être pour vérifier, mais normalement, en France, chaque secteur garde ses listes, etc., etc.
la vente et le rachat de listes à des tiers anonymes, qui n'ont rien à voir avec le secteur, hein, n'est pas autorisé. Aux États-Unis, oui. Alors vous imaginez le truc. C'est-à-dire que c'est devenu massif. Ils peuvent avoir en même temps vos données bancaires, vos données scolaires, vos données de santé, etc., etc., et donc vous faire un ciblage comportemental que vous-même vous ignorez. Ils vous connaissent mieux que vous. Ils anticipent vos goûts. On est sur les algorithmes prédictifs. C'est pas prédictif du tout. C'est basé sur ce qu'on sait de vous, que vous n'avez pas le temps de tout le temps garder en tête, parce que bon, la vie continue, etc., etc., hein, mais Google, il a tout. Voilà. Et il fait payer les entreprises pour ça. Voilà. Donc avec ça, on a un modèle d'affaires. Ça va? Vous me suivez? L'économie rapide, hein, mais voilà. Et résultat des courses, eh ben, il est là. C'est que les entreprises dont on vient de parler, hein, regardez, elles sont pratiquement toutes là dans les top 9, hein, c'est devenu des médias. C'est des entreprises du net, certes, mais celles qui vraiment gouvernent, gèrent notre quotidien, etc., c'est des médias. Alors, dedans, on retrouve Comcast, hein, mais qui a acheté aussi des médias. Alphabet, c'est le nouveau nom de Google. Oui, parce qu'il a pratiquement des applications qui représentent tout l'alphabet, sauf une. Q, pour Quant. Et voilà. Et là arrive un groupe récemment créé en Europe pour essayer de faire le contre-coup. Et puis vous retrouvez quelques Français, hein, Vivendi, qui est notre premier Français, Lagardère, France Télévisions, TF1, qui essaie de se passer sur le numérique. Voilà. Mais regardez la taille. Voilà. Donc ça, c'est la situation, hein, de monopole, en quelque sorte, et de position acquise, hein, des États-Unis dans cette situation. C'est pas une question de complot ou autre, hein, c'est une position acquise. Ils étaient là les premiers, ils ont inventé le modèle d'affaires, ils en retirent le plus de bénéfices. Oui. Alors évidemment, cette situation, elle a posé un certain nombre de problèmes. Hein. C'est-à-dire que un certain nombre de gens, moi, d'autres, la Maïf, hein, se sont dit mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. Enfin, on est en train de perdre nos données, on n'a aucun contrôle, il y a de la surveillance, il y a du dark web. Il faut qu'on essaye, hein, de modifier ce système de gouvernance de manière à pouvoir reprendre du contrôle politique éventuellement, régulatoire si nécessaire. Hein. Et c'est tout le débat, hein, de cette transition. Alors, dans les acteurs de cette transition, hein, il y a tout. Il y a les médias, il y a les citoyens, les ONG, il y a l'UNESCO, il y a ICANN, évidemment, les Nations Unies. Enfin bon, tout le monde s'est réuni. Hein. La gouvernance, c'est un processus multi-acteurs. Hein. Et vous voyez, on discute à la fois de l'infrastructure, la couche physique, la couche du développement et de l'économie, puis la couche socio-culturelle, hein, pour essayer, voilà. J'ai pris ce petit diagramme assez amusant parce que c'est vraiment l'idée que c'est en cours. Hein. Et on a réussi, depuis le sommet mondial sur la société de l'information en 2005, hein, à obtenir qu'il y ait une discussion globale de toutes ces questions qui dépasse ICANN. Sortir, hein, de cette première gouvernance technique, hein, parce que les problèmes politiques, culturels, etc., sont devenus énormes et puis surtout sont devenus transfrontières. C'est plus simplement un problème américain. Donc, on a créé une instance différente qui s'appelle le Forum de la gouvernance d'Internet, dans lequel ICANN est invité. Hein, tous ceux qui décident des normes, des adresses, etc., sont là. Mais aussi la société civile, hein, les citoyens comme vous et moi, le secteur privé dont la Maïf, bien entendu, hein, mais aussi tous les politiques, les gouvernements, hein, et sous l'égide de l'ONU, en disant, puisque c'est devenu un système mondial, il faut que ça soit peut-être quand même régulé par un système mondial. Voilà. Voilà la situation actuelle depuis 2005-2006. ICANN continue à réguler d'un point de vue technique, mais il y a aussi des discussions sur les droits de l'homme qui ont lieu autour du forum de la gouvernance d'Internet, qui est un forum donc multi-acteurs, hein, dans lequel on se retrouve, la France est par exemple, etc.
Et on a obtenu du gouvernement américain qu'il cède ses droits sur Internet. Depuis 2016, les Américains se sont mis d'accord, effectivement, pour dire « Ok, on va libérer, si vous voulez, Internet de notre seule emprise. Hein. On accepte qu'il soit gouverné autrement. Hein. Donc, voilà, IANA et ICANN et le département donc, du commerce américain ont accepté de faire expirer leurs relations privilégiées. Vous l'avez vu dans les premières slides. Hein. Voilà, donc nous sommes dans une période en ce moment de transition. Ça s'est fait sous Obama. Et on a 2 ans, ça va finir cette année, en 2018, pour arriver à proposer une solution hein, de ce que ça pourrait être une nouvelle forme de contrôle de l'Internet à un niveau mondial. Nous sommes à un moment historique, je ne sais pas si vous le sentez là. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment se cultiver et puis après il faut se préparer éventuellement à agir et à voir ce qu'on peut faire. Hein. Mais c'est officiel, voilà, ça y est. Et alors, à quoi ça pourrait ressembler ? Alors, une idée, ça serait de faire We Can, genre Yes We Can. World ICANN, c'est un peu un hommage déguisé à Obama, hein, de le remplacer donc par un organisme mondial hein, où on retrouve les serveurs racines. Maintenant, vous connaissez tout ça maintenant. Hein, les noms de domaine, tout ce qui soit les registres régionaux, IETF pour les normes, voilà. Et tout ceci créerait un Conseil mondial de l'Internet. Ça vous botte ? Ouais. Vous dites, oui, mais Conseil mondial de l'Internet, ONU, 192 pays, là-dedans il y a une 50aine de démocraties. Est-ce que je veux vraiment que ça soit le vote combiné de certains pays théocratiques et autoritaires qui décident de ce qui va se passer avec la liberté sur Internet ? Oui, je vous vois là. Là, on devient tiède. Ça avait l'air une mauvaise idée que ce soit que pour les États-Unis, hein, situation de guerre froide, de colonialisme, pas sûr, hein, mais est-ce qu'on veut vraiment hein, que l'ONU contrôle une instance de démocratisation de la connaissance qui peut tomber sous la coupe d'États pour qui l'information c'est le secret. Vous sentez bien les enjeux, hein ? Alors, on essaye de border. On essaye de border à quoi ça pourrait ressembler, hein, cette gouvernance, en se disant il faut aller vers une espèce de traité, et ce traité, il faut qu'il ait un certain nombre de principes acceptés par tous, quel que soit le régime politique. Rêvons. Pardon ? Alors, déjà accepté, parce que quand on parle à certains pays d'ouverture, vous voyez, déjà là, même sur le principe, ils ont un problème. Je vous laisse penser lesquels. Hein. Voilà. Sécurité, ça, ils sont relativement tous partants. Fermé, ça, tous les pays, souveraineté, etc. Ouais. Donc ça, c'est possible. Interopérabilité, quoi ? Rendre mes données, mes applications compatibles. Celui-là aussi est dur à négocier, mais là, c'est une portée technique qui peut intéresser tout le monde. La diversité, ça n'intéresse pas tout le monde. Alors, c'est les Français beaucoup qui posent des questions de diversité, hein, de langue, etc. Et la neutralité du réseau. L'idée qu'il n'y ait pas un Internet à 2 vitesses, hein, certains qui ont des données très rapidement et d'autres pas. Donc, voilà à quoi ressemblerait, au niveau des contenus et des principes, hein, alors ça a donné Net Mundial au Brésil, hein, où ces principes ont été discutés. Hein, et on commence à avoir une diplomatie autour de ça. Et puis, au niveau du principe, on a mis aussi l'idée que ça devait être multi-parties prenantes, c'est-à-dire surtout pas que les gouvernements, la société civile, les universitaires, les techniciens, les ingénieurs, hein, garder tous ces acteurs du départ présents et ne pas en éliminer un et ne pas donner le pouvoir juste au gouvernement. Donc ça, c'est encore une question
qui est en débat, qui est de plus en plus accepté, et qui suppose un processus, vous voyez, où il faut qu'on soit transparent, qu'il faut qu'on rende des comptes, qu'il faut une participation critique, il faut que ça soit inclusif, y compris donc les communautés qui sont en handicap, et ont besoin d'accessibilité, elles font partie de la société civile, elles sont très représentées, je vous rassure. Voilà. Ça, le processus est complexe, et vous voyez que là aussi, il peut y avoir des difficultés de mise en œuvre. Et il faut prendre et s'assurer que chaque acteur s'y retrouve, sinon ça ne va pas marcher. Donc on est sur un mode d'organisation que je vous montre ici, où l'État, eh bien, il reste dans sa mission principale, assurer la souveraineté, la sécurité de ses citoyens, que ce soit en ligne ou pas. Les entreprises, elles ont besoin de stabilité et de confiance parce qu'elles, il faut qu'elles puissent faire le commerce, et le commerce déteste quand c'est instable. Et la société civile, eh bien, nous, on est encore sur nos débats sur les droits de l'homme, la vie privée, la liberté d'expression. Et nous, les questions que l'on se pose, c'est celle de protection des données, des usages responsables. Voilà, on est en train d'essayer de se diviser un peu les tâches. Vous voyez qu'on retrouve chacun nos billes, mais l'idée, c'est qu'on soit tous dans le design de départ. Après, on retrouve chacun nos missions, mais au départ, il faut qu'on soit tous ensemble pour décider des orientations. Et c'est ça une gouvernance bien comprise. C'est pas de dire, vous, société civile, bon, vous appliquez, ça a été décidé, vous appliquez. Non, non. La société civile est là, dès le départ, en disant, nous, on veut que dans le design des applications, il y ait la protection des données. Voilà. Et vous savez qu'on a passé un traité qui sera mis en application bientôt. Donc, les combats sont là. Et ce que je vous présente, c'est super condensé, mais j'espère que vous comprenez à quel point aussi c'est complexe, mais tout est lié, et il faut vraiment le penser dans sa globalité. C'est cette culture générale qu'il faut avoir. Après, vous allez avoir des modes d'action à vous qui sont plus ciblés, et au niveau de vos compétences et de vos envies. Mais il faut agir. Alors, voilà. Et là, je me place, je change de casquette, comme je vous disais, côté société civile. Les universitaires, d'ailleurs, à l'ONU, sont considérés comme faisant partie de la société civile. Pas des États, mais la société civile. Donc, avec beaucoup plus d'indépendance et d'autonomie que si on était des États. On est indépendant. Même si on est payé, qu'on est fonctionnaire en France, mais c'est pas le cas dans d'autres pays. Voilà. Donc côté société civile et côté usager, qui est celui qui intéresse la Maïf, mais qui m'intéresse à moi aussi parce que on peut avoir un peu le sentiment de pouvoir d'agir sur ces événements énormes qui sont en train, je vous le dis, de gérer notre espace public commun. Eh bien, sur les couches, toujours rappelez-vous le millefeuille, il y a la question de l'accès, il faut pouvoir accéder. Vous avez vu la fracture numérique dans les pays, dans chaque pays, il y en a une. Il faut donc une neutralité du net, c'est-à-dire un accès pour tous, des systèmes sécurisés et puis des données protégées. Voilà, qu'on sache où elles sont stockées, archivées, etc. Pas volées, pas perturbées. Et puis dans la couche logique et la couche des contenus sociaux, les questions, c'est cette histoire de vente à des tiers. Rappelez-vous DoubleClick, qui peut vendre des listes partout, y compris des listes françaises aux États-Unis. La protection de la vie privée, les données et leur portabilité, c'est-à-dire l'idée que vous puissiez partir d'un serveur ou d'un portail pour aller à un autre en emportant tout avec vous. Parce que pour le moment, si par exemple vous voulez partir de Facebook, Facebook garde tout. Vos images, vos photos de famille, tout le Bataclan, pas portable. Or, si c'est interopérable, le combat de l'interopérabilité, vous devriez pouvoir le prendre, le mettre dans un autre système, et les deux systèmes doivent se causer. Le droit à l'oubli, vous vous souvenez de ce gros problème d'arriver à effacer certaines traces quand on estime qu'on est injustement interpellé en ligne. Le pluralisme des moteurs de recherche, parce qu'être dominé que par Google, ça pose quand même un problème, même si Google est génial. Et puis la transparence de l'information, et actuellement le débat qu'on a, c'est celui des fake news. Il se trouve que je suis dans le groupe d'experts de haut niveau de l'Union européenne sur les fake news, et croyez-moi, on rebat toutes les cartes de ça, en fait, à partir de juste cette petite question de la fake news, des informations. Voilà. Et donc, vous, en tant que personne, vous pouvez choisir d'agir dans n'importe lequel de ces domaines. Et ça avance.
je vous rassure. Je suis dans un pep talk, là, un truc optimiste, ça avance. La portabilité des données, d'abord on se disait mais ça va être impossible, c'est pas gérable, etc., etc. Mais en jouant sur la couche logique, la couche interopérable, hein, on peut. Hein, et il faut aussi y mettre un peu de droit. Hein. Donc arrive très bientôt, hein, ça sera en vigueur en mai 2018, ça va concerner tout le monde là, que ce soit les maires, dans les municipalités, etc., etc. Les rectorats, là, vous êtes tous amenés à réfléchir à ça, hein, parce que il va falloir voilà, garder le côté ouvert et interopérable. Hein, vous reconnaissez les principes dont je vous parlais, hein, de la gouvernance. Et puis donc cette possibilité de récupération, des standards qui restent ouverts, toujours la couche logique là. Vous ne me bloquez pas la couche logique, s'il vous plaît. Et donc ça permet au consommateur d'être dans une relation transparente. Voilà. Donc à la Maïf, je pense que vous êtes assez en pointe sur cette question. Les Américains ont devancé ça en disant mais si on vend ça à l'avance, si on crée la portabilité, ça va encore plus nous amener de clients. Donc c'est pas anti-commercial de dire la portabilité, je peux aller ailleurs. En fait, ça attire, ça suscite encore plus de concurrence. Voilà. C'est toujours étonnant ces trucs-là. Le droit à l'oubli, hein, donc ça y est, c'est passé. La première fois que j'en ai parlé à Google, c'était avec le Conseil de l'Europe. Il a dit ça nous intéresse, et ils l'ont mis en place eux-mêmes. Donc Google a décidé tout simplement, nous vous remplissez un petit document comme ça, vous nous faites une demande, et puis on va prendre en compte, hein, et puis on va décider, et on supprimera ou pas. Hein, vous voyez que ils suppriment pas tout. Et ils font des rapports sur ce qu'ils suppriment, hein, il y a une question de transparence, hein, mais donc on peut être déréférencé, on peut enlever vos traces de l'Internet. En tout cas, au niveau de votre nom, hein, le contenu ne changera pas nécessairement, mais au niveau de votre nom. On essaye en ce moment de faire que ce ne soit pas que Google qui décide. C'est la petite bataille dans laquelle on est, hein, mais on y est, et la CNIL est aussi en train de surveiller tout ça. La neutralité du net, on l'a sanctuarisée dans le droit européen, et vous avez vu, si vous avez suivi l'actualité, que la Federal Communications Commission, hein, la commission qui s'intéresse à Internet et aux médias, hein, aux États-Unis, vient de la supprimer aux États-Unis. Mais rassurez-vous, les États-Unis étant eux aussi pays de liberté d'expression, il y a 22 États en ce moment qui sont en train de faire un recours auprès du gouvernement américain pour qu'elle soit réinstallée. Cette idée d'un Internet à deux vitesses et donc d'une citoyenneté à deux vitesses, hein, passe très mal à cause de cette culture, hein, qui s'est développée. Hein. Vous avez vu les échanges gratuits entre les usagers et les plateformes. Hein. Les plateformes ne veulent pas qu'on enlève la neutralité du net. C'est les câbles opérateurs, hein, c'est les autres, hein, qui la veulent pour pouvoir faire passer plus de services. Hein. Voilà. Mais en France, ça en fait partie. Donc là aussi, on avance. Hein. La traçabilité des données, eh bien, Michel Trinquet vous en parlait tout à l'heure, hein, en France et en Europe, hein, on a maintenant un moteur de recherche qui ne trace pas. Et donc qui permet de chercher, de faire des enquêtes d'informations, et des requêtes d'informations sur le net, hein, sans vous tracer. Donc il y a des moteurs respectueux de la vie privée. Hein. Il suffit de faire jouer la concurrence. S'il y en a qui ne sont pas respectueux et qu'on en crée qui sont respectueux, eh bien, ça donne du choix aux consommateurs. Et vous, en tant que consommateur, votre intérêt, c'est d'avoir des moments où vous êtes sur Google parce que ça ne vous dérange pas d'être tracé, ça vous intéresse peut-être même, et des moments où vous ne voulez pas être tracé. Par exemple, quand vous êtes en position d'enseignant et vous avez des élèves dans la classe, c'est une responsabilité en tout cas en France. Hein, et donc il y a Quant Junior, par exemple, hein, qui a été créé dans ce but-là. Hein. Donc c'est simplement rétablir, si vous voulez, un peu la concurrence au sens le plus noble du terme, hein, de rééquilibrage, hein, des positions par rapport à des positions acquises de départ et une culture commerciale de départ, qui est la culture américaine, pour y remettre des valeurs culturelles qui sont les nôtres. Ça va se faire. La promotion de l'éducation, hein, alors là, que dire ? Il n'y a pas beaucoup de formation au numérique ni au médiatique dans les écoles. Hein. Il y a bien le Clémy, il y a bien Canopé, il y a bien des référents numériques, etc. Hein. Et les rectorats
essaye un maximum de le faire, ça n'est pas dans les programmes, dans les disciplines. C'est considéré comme une chose transversale, ce qui, à mon avis, est devenu insuffisant. Et ça, c'est un débat qu'on pourra peut-être avoir. L'urgence de comprendre cette culture générale-là, à mon avis, elle dépasse certaines autres priorités, parce qu'on est quand même dans la citoyenneté numérique, et au bout du compte, il y a à la fois de l'emploi et du vote. Et donc, on a un devoir, je pense, au niveau de l'école, de former à cela. C'est un débat. Les biens communs, ça, rappelez-vous le continent orange. Les biens communs, ils sont souvent dans le libre, dans l'évolutif du libre. Mais c'est vraiment des lieux qui ne sont pas rivaux, où on peut vraiment s'échanger des informations, et le fait d'utiliser une information, ça ne la vide pas, elle reste. Et donc d'autres peuvent s'en servir, c'est ça que ça veut dire non rival. C'est comme ça que la connaissance se développe. Donc là, il faut vraiment se battre pour qu'il n'y ait pas que des services payants et propriétaires. Et là, en ce moment, il y a urgence parce qu'un certain nombre de services qui étaient libres, qui étaient ouverts et gratuits, sont en train maintenant de vous faire payer des premiums, des freemiums, des choses comme ça. Et ça, c'est sur votre donnée, sur vos dons gratuits à vous. Il y a quelque chose qui n'est pas très éthique là-dedans. Et c'est dans les biens communs qu'on peut encore retrouver des valeurs de service public pour tous. L'e-inclusion, ça c'est lié bien sûr à tout ce qui est plusieurs types d'exclusion. Une qui est celle de la pauvreté et des inégalités, mais aussi évidemment de l'accès et de l'accessibilité. Donc essayer dans la mesure des possibles de penser à toutes les communautés qui sont concernées par la fracture numérique, dans laquelle il y a les retraités, les sans-emploi, etc. Donc là, il y a aussi du travail à faire pour ramener tous ces groupes de personnes dans le numérique afin qu'ils ne soient pas exclus. Et là, c'est quelque chose qui nous rapproche beaucoup, la Maïf et la société civile. C'est cette idée qu'il y a une urgence numérique, mais il y a aussi une urgence climatique. Et qu'en fait, il faudrait qu'on les fasse travailler les deux ensemble, que les deux convergent et s'entraident. Et que notamment le numérique vienne au soutien du climatique. Et pas simplement pour avoir des satellites là-haut qui surveillent les courants et les modifications du climat. Et donc l'idée de la frugalité, l'idée d'avoir un comportement et une consommation frugale d'Internet, quelque chose qu'il faut, à mon avis, développer. On sait que pour le moment, Internet pollue. Le numérique pollue, donc le numérique va contre le climatique, si on ne fait pas attention. Là, vous voyez une ferme de serveurs Google, c'est des émissions de CO2 énormes. Elles fonctionnent au diesel. La couche physique d'Internet est une couche polluante. La couche des terminaux, la couche vos ordinateurs sont polluants. Ils ont des produits qu'on n'arrive pas à recycler, des matières, etc., etc. Donc là, il y a vraiment un problème. Et ils sont chauffants, surtout. Ils contribuent au dérèglement. Alors, ça commence à faire son chemin. Il y a en ce moment différentes initiatives, Opération Cœur Vert notamment, où il y a des forêts Internet qui sont plantées, où on peut faire contribuer ces instances tellement riches pour planter et reconstruire, si vous voulez, des forêts et donc du CO2. Mais vous savez aussi qu'on commence à mettre des serveurs dans les océans, qu'on en met là-haut dans la couche arctique en disant comme il fait froid là-bas, que ça réchauffe, c'est pas grave. Voilà, là, il y a un manque de culture générale et puis des enjeux qu'il faut préciser auprès des populations parce que les deux urgences vont ensemble. Alors, comment agir politiquement aussi, à part vous voyez, ces actions dans différents secteurs. Moi, j'essaye d'agir du côté de l'Europe, du Conseil de l'Europe notamment. On a essayé de dire,
Arrive maintenant aussi l'Internet des objets, hein, qui est un Internet de plus en plus avec des senseurs, des capteurs, hein, où ça va être encore plus ce que je viens de vous montrer au niveau de la frénésie, hein, des données, des échanges. Hein. Il faut remettre de la citoyenneté là-dedans. Hein. Donc on a fait une recommandation sur l'Internet des citoyens qui reprend, hein, vous le voyez, tout ce qu'on a dit, hein, qui sont un peu les valeurs de la société civile et les valeurs de la couche culturelle, hein, la couche socioculturelle. Voilà, donc cette recommandation, elle existe, vous pouvez aller la voir en ligne. On en a fait une autre depuis sur les données et l'école et la démocratie. Et la Maïf n'est pas en reste, hein, puisqu'elle a même développé sa charte numérique, hein, pour un monde numérique résolument humain et éthique. Donc voilà, une certaine logique qui reste et qui va à la fois dans l'histoire de la Maïf, hein, mais permet aussi de savoir devenir de la Maïf, hein, de se projeter et d'aider à projeter ses clients. Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Et je pense que la prochaine étape pour la Maïf, c'est que d'autres entreprises solidaires signent une charte similaire. Hein. Donc là, il y a un travail peut-être à faire, hein, de mise en réseau. Et voilà. Merci de votre attention.